Bonjour, nous sommes absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir également Pierre Manenti, Bonjour à pour parler tous. un petit peu de son livre Une histoire du gaullisme social, qui est paru très récemment chez Perrin, et un livre qui rencontre un bel écho actuellement. Alors, le terme de gaullisme social, c'est un terme qui est à la fois simple et compliqué, qui peut paraître simple parce que le social, la dimension sociale, est en quelque sorte consubstantielle au gaullisme, et que pourtant c'est un parcours, c'est une construction finalement. De Gaulle commence à s'intéresser à ces questions au moment de la guerre, avant d'être l'homme du programme du CNR, des grandes réformes de 45, de l'association Capital-Travail, de la participation, et aussi de beaucoup d'éléments qui fondent notre système social actuel, par exemple l'UNEDIC. D'autre part, le gaullisme social, c'est aussi un courant politique, une sensibilité particulière, donc gaulliste, qui joue, qui se confond parfois, mais pas toujours, avec le gaullisme de gauche et qui a donné quelques-uns des grandes figures, aussi bien de l'époque du général de Gaulle, comme René Capitan, comme Louis Vallon, que plus tard, des figures majeures, au premier rang desquelles, bien évidemment, Philippe Seguin. Donc, le livre de Pierre Manenti reprend un petit peu ce parcours, à la fois la pensée sociale du général de Gaulle, et puis d'autre part, l'histoire de ceux qui ont tâché, chacun à leur manière, avec leur sensibilité, d'incarner le gaullisme social. Donc, Pierre Manenti, on serait tenté un petit peu de partir du commencement. En 1937, c'est-à-dire un peu avant la guerre, Charles de Gaulle écrit à son ami Jean Auburtin qu'il n'a aucune compétence, aucune connaissance particulière, justement, en matière sociale. Et quelques années plus tard, il va commencer à s'y intéresser en formulant en particulier sa pensée sociale pour la première fois dans le fameux discours d'Oxford. Alors, comment est-ce que finalement la guerre, selon vous, va être à l'origine de cette espèce de mutation chez De Gaulle? Alors De Gaulle est d'abord le produit de son époque. C'est un homme qui a été élevé par son père, Henri de Gaulle, un enseignant dans différents établissements jésuites parisiens, et il a trouvé chez son père, dans l'éducation catholique que celui-ci lui a donnée, un certain nombre de repères sociaux que l'on peut remonter intellectuellement à ce courant dit du catholicisme social, courant qui apparaît au XIXe siècle et cherche à donner une réponse publique de l'Église catholique à la misère ouvrière qui est accentuée par la révolution industrielle. Donc ce courant catholique social que le général découvre à travers son père et découvre aussi à travers son oncle et son parrain, Gustave de Corbie, nourrit sa pensée, nourrit ses réflexions, et la Première Guerre mondiale déjà travaille le général de Gaulle et lui fait prendre conscience qu'à la victoire des Alliés en 1918, il faudra reconstruire le pays et répondre à des inégalités économiques et sociales qui sont nées justement de la guerre et des difficultés. Les années 30, la rencontre, la fréquentation d'un certain nombre de personnes de gauche nourrissent cette réflexion sociale, et puis la guerre en est véritablement le déclic. Il y a bien évidemment le discours d'Oxford, le 25 novembre 41, on vient d'en fêter il y a quelques jours le 80e anniversaire, mais il y a aussi un entourage londonien du général de Gaulle, des hommes de gauche, Pierre-Olivier Lapie, député socialiste du Front populaire, Georges Boris, figure des cabinets ministériels de la Troisième République. Ces gens-là, autour du général de Gaulle, vont proposer, encourager un discours social du général de Gaulle qui va prendre diverses formes. On a parlé celle d'Oxford, on pourrait parler aussi d'un discours qu'il tient à Alger en 42, où il parle d'une démocratie sociale pour la France libérée. Et il va y avoir différents petits cailloux posés sur le chemin par le général de Gaulle sur la recommandation de son entourage jusqu'à 1944, le gouvernement provisoire de la République française et les premières vraies concrétisations sociales du général de Gaulle. On peut parler du droit de vote des femmes, on peut parler de la création de la sécurité sociale, on peut parler d'un certain nombre de nationalisations, toutes des mesures qui répondent justement à cet appel à une réforme économique et sociale du pays, née de la guerre et, vous l'avez dit, du programme du Conseil national de la résistance. Alors précisément, est-ce qu'on pourrait essayer de résumer la pensée sociale du général de Gaulle en quelques grands principes selon vous? Est-ce que c'est le rôle de l'État comme juge de paix, en quelque sorte, comme symbole de l'intérêt général qui doit toujours prévaloir sur les intérêts particuliers? Est-ce que c'est la nécessité, finalement, au sein même de l'entreprise, de repenser les rapports de pouvoir et le partage des bénéfices? Est-ce que c'est la mise en place de la protection sociale par la communauté nationale, celle qui justement n'a pas été offerte dans les années 30? Quels sont, à votre avis, les grands aspects les plus saillants? Alors je crois qu'on peut évoquer trois piliers du gaullisme social, ou en tout cas de la question sociale étudiée et vue par le général de Gaulle. Trois piliers qui d'ailleurs sont trois piliers du gaullisme et qui trouvent une forme de déclinaison dans son approche de la question sociale.
Le premier pilier, c'est la question du dialogue et du rassemblement. Idée forte du gaullisme, rassemblement ni de droite ni de gauche, rassemblement dans la guerre face au péril, et puis rassemblement en 58 face au danger de la nation et à la faillite des institutions. Ce rassemblement, on le trouve aussi dans la question sociale, avec la volonté du paritarisme, avec la question du dialogue avec les syndicats, avec la question du dialogue avec les employés, c'est-à-dire pas seulement un modèle économique, les Anglais diraient top-down, qui vient d'en haut et qui s'applique à en bas, mais un modèle économique à l'inverse, ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qui vient du bas, qui se construit avec la base, et notamment la base ouvrière. Ça, c'est la première idée forte de cette dimension sociale du gaullisme. La deuxième idée forte, c'est l'aide, l'accompagnement des plus miséreux, de ceux qui en ont le besoin. Là, c'est l'héritage du catholicisme social, de l'Église charitable, et c'est la création du modèle de sécurité sociale. C'est plus tard les mesures du général de Gaulle à son retour au pouvoir en 58 sur les retraites agricoles ou encore le régime social pour les travailleurs indépendants. Et puis, la troisième idée forte, c'est l'organisation de l'entreprise. Une idée que le général de Gaulle emprunte à un penseur du XIXe siècle, qui s'appelle Frédéric Loplet, l'idée de l'association capital-travail. Il n'y a pas d'un côté la force capitalistique et de l'autre côté la force physique des employeurs. Il y a au contraire un modèle qui réussit, un modèle qui épanouit l'ensemble de la société parce qu'il y a une association réussie, harmonieuse, entre le capital et le travail. Et c'est notamment ce qui va être le fondement d'une grande idée du général de Gaulle, la politique de l'intéressement et de la participation, politique qui met en œuvre pour la première fois par des ordonnances en janvier 1959, mais qui l'évoque en fait dès avril 1947 et la création du premier parti gaulliste, le Rassemblement du peuple français. Alors, effectivement, vous évoquez l'époque du RPF et vous évoquez ce principe d'association capital-travail. 1947, la création du Rassemblement du peuple français, c'est aussi l'année des grèves insurrectionnelles menées par le Parti communiste français à l'automne. Il y en aura d'ailleurs d'autres l'année suivante. Alors, est-ce qu'on peut dire que dès ce moment-là, il y a une ambition gaullienne d'aller concurrencer le Parti communiste français et les syndicats qui lui sont liés dans le monde ouvrier? Alors, le rapport du général de Gaulle à la gauche mériterait à lui seul un livre et une étude plus complète. Lorsque le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1946, il le fait parce qu'il ne partage pas plus avec les communistes leur vision des institutions à construire, celle de la 4e République. Et se crée à partir de ce moment une tension nationale, mais aussi tension internationale. On est dans le monde de la guerre froide, la division entre les États-Unis et l'Union soviétique, et le rapport au monde communiste va se cristalliser, en particulier pour le général de Gaulle et pour son entourage. Alors le général de Gaulle est d'abord un homme fort, le chef militaire, le commandeur de la France libre. Mais les grèves de l'année 47, où on aurait pu penser à un sursaut politique, un nouvel appel au général de Gaulle, sont finalement plutôt bien gérées par le gouvernement, qui évite l'expansion nationale de ces grèves. Et donc, le général de Gaulle comprend qu'il ne peut plus être seulement face à la colère du monde ouvrier et celui qui est le restaurateur de l'ordre, il doit aussi apporter une réponse politique et sociale à ces colères ouvrières. Donc ce changement s'opère vraiment au moment justement de cet automne-hiver 1947. Et pour y répondre, en 1948, le général de Gaulle crée un syndicat. C'est le moment où se créent d'autres syndicats, Force ouvrière notamment. Le général de Gaulle crée l'Action ouvrière, c'est le nom qu'il donne à son syndicat, qui se veut un discours gaulliste dans les usines. On ne peut pas seulement répondre à la colère ouvrière en la réprimandant, on doit y répondre en trouvant des solutions avec elle, d'où cette idée de participation, d'où cette idée d'association, mais aussi l'Action ouvrière portera d'autres mesures beaucoup plus dures, dont certaines sont proches, ce qui est assez amusant, des thèses que le Parti communiste porte à l'époque. Donc c'est la première émergence d'un discours de gauche du gaullisme qui cherche à aller vers ces milieux ouvriers, à aller à leur conquête politique. Et si vous me permettez de prolonger un petit peu la question, la rupture de 1946, c'est la rupture avec les communistes, rupture politique, mais c'est aussi la rupture stratégique avec les démocrates chrétiens, qui font le choix, après avoir soutenu le général de Gaulle de 44 à 46, de rester au gouvernement et de ne pas le suivre dans sa sortie politique, son départ politique et son entrée dans une opposition au gouvernement et aux institutions. Et lorsque, en 1948-1949, le projet politique du général de Gaulle se structure, en particulier parce qu'il y a une vraie adhésion populaire, une adhésion y compris dans les milieux ouvriers, et ben un certain nombre de cadres du MRP vont aller à la rencontre du général de Gaulle, c'est une des choses que je raconte dans ce livre, vont aller à la rencontre du général de Gaulle pour le convaincre de
renouer, de retrouver son alliance avec les démocrates chrétiens, justement parce qu'il voit en De Gaulle une droite sociale, une droite populaire qui parle à ces milieux ouvriers, alors que eux, cadres du Parti démocrate chrétien, trouvent ne pas avoir la capacité ou le sentiment de ne pas avoir complètement réussi ce dialogue ouvrier. Alors donc, on voit bien qu'il y a une structuration de la pensée pendant la guerre, mais aussi pendant la période de l'immédiate après-guerre chez le général de Gaulle. Mais alors, est-ce qu'on peut dire du coup qu'en 1958, la démocratie sociale, c'est l'un des piliers plus ou moins visibles de la Ve République, tel que de Gaulle la pense? En tout cas, la question sociale et la dimension sociale du gaullisme, vous l'avez dit en introduction, est intrinsèquement liée à la pensée politique du général de Gaulle. Cette question du modèle social, cette question de la lutte contre les inégalités, la résorption des fractures économiques et sociales fait partie du cœur du projet du général de Gaulle. Et donc lorsqu'il revient à la tête du pays en 58 et qui met en œuvre un certain nombre de réformes économiques, dont certaines peuvent être qualifiées de libérales. D'ailleurs, le plan Piner-UF de 1958 est un plan par certains aspects libéral. Le général de Gaulle cherche tout le temps, dans l'application de ces politiques publiques, à avoir ce contrepoids social, ces mesures d'accompagnement de l'État envers ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont à la retraite, parce qu'ils appartiennent à des catégories professionnelles qui subissent des changements divers et variés. Et il est bien sûr pas unanime. Le gaullisme est devenu plus que de Gaulle, c'est devenu une formation politique, un ensemble politique. Et donc le général de Gaulle bataille aussi à l'intérieur de son propre parti avec des opposants qui ne partagent pas sa vision sociale. C'est aussi une des dimensions fortes de ce livre et des recherches que j'ai menées, c'est de dire que contre l'image d'un gaullisme un petit peu monolithique où le général aurait été jusqu'en 69 un homme incontesté, il y a eu au contraire des divisions, des débats au sein de la majorité, portés y compris par des personnes à la gauche du gaullisme. Vous citiez à raison René Capitan, on pourrait parler de Louis Vallon parmi d'autres personnalités. Et ces gens-là vont constamment appeler l'attention du général et le général leur répondre favorablement. On peut rappeler que sur ses deniers personnels, le général de Gaulle finançait le journal des gaullistes sociaux sous la Ve République. On peut rappeler que en 1965, après l'élection présidentielle qu'il oppose à François Mitterrand, le général de Gaulle cherche justement à aller vers ce public de gauche qui ne s'est pas retrouvé dans son discours présidentiel, et c'est là notamment qu'il va réactiver la grande réforme de la participation début 1966. Donc il y a cette existence d'une conviction personnelle du général, en même temps une difficulté parce qu'à partir de 1958 il n'est plus seul. Il a un entourage, il a un parti riche de sa diversité, et donc si le général y est attentif, il a pu parfois entre 58 et 69 prendre des décisions qui ne satisfaisaient pas les gaullistes sociaux, ce qui explique après son départ et le choix de Georges Pompidou, qui est vu par beaucoup de ces gaullistes sociaux comme l'opposant de leur politique, le renard dans le poulailler, si vous me permettez l'expression, un ancien banquier qui porte des idées libérales auprès du général, et donc ces gaullistes sociaux vont à partir de 1969 rentrer dans une forme de résistance. C'est le mot qu'utilise Monsieur Capitan, garde des Sceaux du général. Louis Vallon va écrire un livre, l'Anti-de Gaulle, qui est un pamphlet anti-pompidolien. Et puis, pour certains, cette dérive à gauche, cette dérive de la critique de l'héritage gaulliste, va les amener, à partir de 74, à partis liés avec la gauche politique. La SFIO d'abord, le Parti socialiste ensuite, et c'est pour moi l'origine de ce clivage entre les gaullistes sociaux, défenseurs de la pensée sociale du général de Gaulle, et les gaullistes de gauche, qui sont ceux qui vont aller jusqu'à se joindre et à participer à l'aventure politique de la gauche française. Alors le renard dans le poulailler, c'est l'expression que vous employez. Est-ce que on peut aller jusqu'à considérer du coup qu'après 66 finalement, la question sociale est précisément la question de la participation avec les enjeux de l'amendement Vallon, la commission Mattei, ça a été l'une des questions, l'un des dossiers qui ont finalement enfoncé un coin entre le général de Gaulle et Georges Pompidou? Or, je ne pense pas. La question sociale a fait l'objet de différends entre le général et Georges Pompidou, c'est vrai. Elle n'a pas pour autant été une pomme de discorde. Et c'est plutôt justement cette aile gauche du gaullisme, ces gaullistes sociaux et ces gaullistes de gauche qui vont se servir de ces quelques différends pour enfermer Georges Pompidou dans l'image d'un fossoyeur du gaullisme, ce qu'il n'était pas du tout. Je tiens à le préciser. Et moi, j'ai cherché dans ce travail également à démystifier cette image d'une opposition entre Pompidou et les gaullistes sociaux. Pompidou choisit Jacques Chaban-Delmas, qui est d'abord l'homme du discours de la nouvelle société, qui garde comme Premier ministre pendant plusieurs années. Donc les choses ne sont pas si simples que ça,
évidemment, la question sociale contribue à aggraver la relation entre le général de Gaulle et Georges Pompidou jusqu'à la rupture que nous connaissons tous, mais pour autant, elle n'est pas l'élément perturbateur qui aurait provoqué la fin de leur entente politique. Alors précisément, ces gaullistes sociaux, on voit en creux leur influence sur la pensée du général de Gaulle, sur le général lui-même, et pourtant, votre livre le montre bien, il y a chez eux un déficit d'incarnation, peu de figures majeures qui émergent, une difficulté également à peser politiquement dans le mouvement gaulliste, et une difficulté également à se structurer, puisqu'il y a toujours cette hésitation entre d'un côté le club de réflexion, et d'un côté le parti, le micro-parti, fait pour agir et pour peser. Alors est-ce que finalement le gaullisme social, qui se scindra plus tard pour donner naissance au gaullisme de gauche, ce n'est pas plus une affaire d'intellectuel que de politique? Ah, vous êtes un peu dur, mais en même temps également dans le vrai. Le gaullisme social, c'est une réussite intellectuelle et une faillite politique. C'est la synthèse qu'on pourrait tirer de ce livre. Pourquoi réussite intellectuelle? Parce qu'ils ont su, à divers moments de l'histoire et auprès de diverses personnalités politiques, jusqu'à Philippe Séguin et l'inspiration du discours de la fracture sociale en 95 auprès de Jacques Chirac, ils ont su défendre leur idée, défendre cet héritage social du gaullisme, montrer que la droite de gouvernement était d'abord une droite qui répondait aux interrogations sociales du peuple français, et ce sera d'autant plus accru après la crise de mai 68, crise étudiante qui devient économique et sociale et puis politique. Donc c'est une première dimension du problème. Et puis d'un autre côté, il y a une faillite politique qui, elle, s'explique par l'incapacité à trouver un chef. En fait, les gaullistes sociaux et les gaullistes de gauche ont trouvé derrière différentes figures, Capitan Vallon qu'on a déjà cité, mais également Philippe de Chartres, Jean Charbonnel, des meneurs, mais des meneurs toujours contestés. Et on pourrait également citer Gilbert Grandval, parmi d'autres, qui a été un des grands inspirateurs, une des grandes figures avec Léo Hamon, ces divers mouvements, clubs. Et l'absence d'un chef, l'absence d'un consensus autour de ce chef a créé une constellation des clubs, des partis, des mouvements de ces gaullistes de gauche et des gaullistes sociaux. Ils n'ont jamais su se retrouver au sein d'une seule entente, et ça les a donc fragilisés politiquement. Ils n'ont jamais eu un candidat ou une personnalité politique qui poussait avec assez de poids. Alors il y a eu différentes tentatives, il serait trop long d'en revenir sur le détail, mais dans les années 70 et 80, il y a eu différentes opérations pour fusionner ces clubs, les rapprocher, mais jamais n'est arrivé l'union tant attendue, la découverte d'un chef qui dépasserait les intérêts personnels, et puis le vieillissement du personnel politique, la disparition de Capitan, de Vallon, de Léo Hamon, fait que une jeune génération n'a jamais véritablement pris la relève. Et le seul qui a été capable de le faire, et j'avance un petit peu dans le temps, mais c'est Philippe Séguin. Oui. Philippe Séguin, jeune député des Vosges en 78. Philippe Séguin qui, au début des années 80, est l'homme de la droite qui va défendre sa vision sur le travail et combattre les lois Auroux de François Mitterrand. Philippe Séguin, le ministre des Affaires sociales et du Travail en 86-88. Et donc, il va être le seul à générer autour de sa personne ce ralliement des différents gaullistes sociaux, pas tant parce qu'il va faire une opération de fusion des clubs et mouvements qui avaient émergé dans les années 70 et 80, mais plutôt parce que, faute de chef et face à leur disparition programmée, ces clubs et ces mouvements vont trouver en Philippe Séguin un nouvel étendard, un nouvel homme prêt à défendre leur programme. Alors justement, on pourrait peut-être finir avec Philippe Séguin, député des Vosges, élu en 1978 dans un contexte de crise sociale, c'est la faillite du système Boussac, chargé effectivement de répondre aux lois Auroux en 1982, et c'est tout le paradoxe, ministre des Affaires sociales en 1986, alors que la droite remporte les élections législatives avec un programme tout à fait marqué par des options libérales. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir finalement la pensée sociale de Philippe Séguin? En quoi est-ce que Séguin s'inscrit dans une espèce de fidélité à la pensée sociale de Gaulle, selon vous? D'abord par son regard sur les grandes mutations de la société et finalement ce retour aux
trois piliers qu'on évoquait un petit peu plus tôt, sous souci de réorganiser les rapports au sein de l'entreprise. Philippe Séguin est celui qui, lorsqu'il est ministre, réactive et réforme justement la question de la participation et de l'intéressement. Ensuite, parce que contrairement à l'essentiel du personnel politique du Rassemblement pour la République, du RPR, de Jacques Chirac de l'époque, il s'oppose au libéralisme porté par un certain nombre de ses cadres et il défend plutôt l'idée d'une intervention de l'État et d'une présence y compris dans les rapports sociaux. Et donc, par ces différents éléments, Philippe Séguin est au sein de la famille chiracienne, on peut plutôt l'appeler comme ça, plutôt gaulliste à l'époque, un chiracien de gauche, l'aile gauche du gaullisme et de la droite française à l'époque. Et lorsque Jacques Chirac le fait intégrer son gouvernement en 1986, c'est pas par une conjonction des idées, c'est d'abord parce que Philippe Séguin a pris une épaisseur politique suffisante pour être un homme indispensable du gouvernement. Il est la figure incontestée pour ce poste de ministre des Affaires sociales et du Travail, parce qu'il a une connaissance encyclopédique du sujet, pour l'avoir étudié au Parlement, parce qu'il a une connaissance des réseaux et des hommes, des syndicats, des personnalités du monde du travail, avec lesquels il a pu travailler, échanger. Donc, il s'est construit tout seul, et face à ce qui était la doxa majoritaire au sein de la droite française à l'époque. Et justement, ce positionnement en brèche, en rupture avec la majorité de la droite française causera les difficultés de la suite de son parcours. En 88, en 89 et en 90, il va à plusieurs reprises vouloir reprendre le parti à Jacques Chirac et s'opposer plus ou moins durement à lui, notamment avec l'épisode des rénovateurs, où une jeune génération de parlementaires veut chasser une génération plus vieille, celle de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing. Et il ne va pas réussir parce qu'il est minoritaire intellectuellement et politiquement au sein du parti, et quelle que soit sa superbe, sa capacité à exister sur la scène politique et dans les médias, il n'arrive pas à entraîner derrière lui suffisamment de militants, d'abord puisque ce sont eux qui votent, mais aussi de cadres du parti dans sa vision sociale et économique. Donc peut-être pour finir et se projeter un petit peu vers aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que Philippe Séguin, donc qui est mort aujourd'hui il y a un petit peu plus de 10 ans, mais qui avait quitté la vie politique active auparavant pour gagner la Cour des comptes, est-ce qu'on peut considérer qu'à se battre justement pour ses idées, pour ce modèle du gaullisme social, il a fini par avoir soit des héritiers, soit une influence intellectuelle ? Alors Philippe Séguin, pour se rapprocher encore effectivement du temps présent, l'acte déterminant dans la suite de son parcours, ça a aussi été Maastricht. Il a choisi un positionnement vis-à-vis des institutions européennes en 1992 qui a fait que il n'était plus seulement l'homme du gaullisme social. Le séguinisme était devenu autre chose, y mêlant notamment une dimension souverainiste assez forte. Et donc ce rôle et cette participation dans la vie politique de la droite française l'amène en 1995 à cette fonction centrale dans la campagne de Jacques Chirac, le font concourir à la victoire présidentielle de Jacques Chirac en 95, et en même temps ce positionnement minoritaire l'écarte du pouvoir au moment où Jacques Chirac choisit Alain Juppé comme Premier ministre à Matignon en 1995. Il espère pendant un temps revenir à Matignon, être rappelé par Jacques Chirac eu égard à la crise sociale du pays, à certains mouvements de grève, et puis dissolution de l'Assemblée nationale, cohabitation avec la gauche, et Philippe Séguin comprend que son heure n'aura donc pas lieu, il ne sera pas appelé, et il a manqué le coche finalement de cette concrétisation de sa politique sociale. Alors, le gaullisme social entre à partir de cette époque dans une forme de coma. Il n'est pas mort, il ne disparaît pas, c'est une pensée, mais il ne trouve plus de chef, et il retrouve la difficulté qu'il avait eue à trouver un meneur, une union de ces hommes et de ces penseurs autour d'un fil directeur. Alors aujourd'hui, de nombreuses personnes s'en réclament sur l'ensemble du spectre politique, du Premier ministre jusqu'à Xavier Bertrand ou Michel Barnier, candidat à la primaire de la droite française. Ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion sur le gaullisme social, en tout cas une volonté de porter cet héritage, mais tout le monde n'y met pas aujourd'hui la même définition. Et si vous me permettez de conclure sur ça, c'est peut-être l'intérêt de ce travail de plusieurs années, y compris avec un certain nombre de documents et d'archives de la Fondation Charles de Gaulle. C'est une volonté de reposer la définition de ce qu'a été et de ce qu'est le gaullisme social, pour voir s'il peut demain avoir encore un rôle dans la vie politique française. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Mananti. Effectivement, vous ne pouviez pas mieux conclure sur l'utilité de ce travail, donc cette histoire du gaullisme social chez Perrin.
finalement, à vous écouter, on se dit que c'est un petit peu le sel de la terre. C'est-à-dire que c'est effectivement sans doute une aventure politique sans grand succès, mais par contre, c'est une aventure intellectuelle qui, elle, a sans doute peut-être plus influé. Et lire ce livre, justement, c'est l'occasion de se remettre un petit peu cette définition en tête, ce qui peut être tout à fait utile, justement, pour mieux comprendre et mieux appréhender les débats actuels. Merci beaucoup. Merci à vous.